Aujourd'hui, nous avons les communes, des habitants des communes de Nibat, Auchancourt, Valines et Friville. Vous avez déjà eu des informations concernant le plan local d'urbanisme intercommunal dans vos communes, soit par le biais des infos communales, soit par des réunions publiques. On vous a déjà expliqué pourquoi nous avions engagé le PLUI et jusqu'à la phase diagnostic. Aujourd'hui, le cabinet Ingeo, Madame Kest et Monsieur Fabio, vont vous présenter le plan d'aménagement et de développement durable, les différents axes. Nous n'en sommes pas encore à la réglementation et au zonage. Il y a toujours un décalé, bien que nous y travaillons par groupe de travail. Donc je ne vais pas m'appesantir. Je vais passer la parole à David qui va vous expliquer qu'on peut retrouver le contenu de cette réunion sur Facebook, normalement. Et ensuite, Madame Kest prendra la parole. Oui, bah, 1, 2 à 2. Celui-là doit faire mieux, enfin j'espère, parce que sinon ça va être embêtant. Non, ça fonctionne pas mieux. Il est temps qu'on investisse un peu dans du matériel sono. Oui, bah, comme l'a dit Jean, je tiens d'abord à vous remercier. 1, 2 à 2. Voilà. Donc je tiens d'abord à vous remercier de votre présence. C'est vrai qu'on aurait espéré avoir un peu plus de monde, sachant que, comme l'a dit Jean-Pierre, plusieurs communes sont regroupées ici pour cette réunion publique qui va être menée par le bureau d'études en charge de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Pour les habitants de Friville-Escarbotin, il y en a une bonne partie dans la salle. Vous avez déjà eu l'occasion d'assister à une première réunion publique dans laquelle on a expliqué certaines choses. Il y aura peut-être une certaine redondance dans ce qui pourra être dit ce soir, mais en tout cas il me semble important de prendre l'ensemble des éléments. Je l'avais dit à l'époque, je le redis tout de suite, comme ça facilitera probablement le travail du bureau d'études. On n'en est pas à définir et à vous communiquer ce soir quel terrain sera constructible ou pas, hein. On n'en est pas encore là. Ça viendra en temps et en heure, mais ce soir on n'en est pas là. Donc ne nous posez pas des questions pour savoir si la parcelle cadastrée X 512 sera toujours constructible ou pas. On ne vous donnera pas la réponse pour la simple bonne raison qu'on ne l'a pas et qu'on n'est pas encore dans le bon timing. Comme l'a dit Jean-Pierre également, donc vous pourrez retrouver la vidéo puisque la réunion est filmée et retransmise en direct sur Facebook. Et une fois que le direct se termine, vous pourrez également la retrouver sur le réseau social pour ceux qui ont accès au réseau social. Mais on mettra un lien de toute façon pour les habitants de la commune, mais d'ailleurs les habitants des autres communes aussi, sur le site de la ville de Friville-Escarbotin, Belloise. Donc vous pourrez retrouver, vous cliquerez dessus s'il y a des informations que vous avez ratées. Comme ça, vous aurez l'occasion de les réécouter. Voilà, donc je vous souhaite une bonne réunion. Je pense que dans la formule, Madame Kest va prendre la parole. Je pense qu'on est d'accord sur le principe que s'il y a des échanges, on les fait à la volée. Ce sera plus convivial, donc n'hésitez pas à participer. Vous êtes et nous sommes là pour ça. Merci. Oui, surtout, hein, il faut m'interrompre. Là, ça va mieux? Ah, d'accord. Donc, je vais commencer. Comme il a été dit, plusieurs...
1, 2, 1, 2. Merci. Merci. Donc je disais, en termes de le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, lorsqu'il s'élabore, en fait, il y a toute une phase de concertation. La concertation, ça permet en fait d'échanger avec la population et les habitants des communes concernées. Plusieurs moyens peuvent être mis en place en fait pour aboutir à cette concertation. Il y en a un qui existe déjà dans toutes vos communes. En fait, c'est le registre de concertation. Donc chacune de vos mairies, vous avez à disposition en fait l'ensemble des documents de présentation des réunions de travail que nous avons fait depuis maintenant 18 mois, donc 1 an et demi en fait de travail. Nous avons commencé en janvier, tout début janvier 2016 en fait. Donc nous avons commencé par un diagnostic pour aboutir aujourd'hui à vous présenter le projet d'aménagement et de développement durable. Sachez que vous pouvez consulter ces documents dans chacune de vos mairies. Donc ils sont accessibles. Vous avez également les comptes rendus en fait de ces réunions. Le but, c'est de mettre à disposition en fait des habitants l'ensemble des réflexions émises depuis le départ en fait, pour avoir une vue d'ensemble sur l'évolution, sur le projet, pour que vous soyez au courant en fait des évolutions du projet de votre territoire. Donc ensuite nous avons la réunion publique. Donc c'est aujourd'hui. Le but là c'est d'échanger en direct. Donc si vous avez des questions, surtout faut m'interrompre parce que sinon le discours va être un peu long. Et puis le but c'est de pouvoir répondre en fait à vos interrogations. Donc on essaiera de faire au mieux en fait avec Monsieur Fabio pour y répondre sur toutes vos questions qui touchent à la planification. Et on a organisé en fait cet exposé en 2 temps. Donc un premier temps qui va être assez rapide parce que normalement vous avez déjà dû en fait l'entendre ou tout au moins le voir par le biais des bulletins municipaux en fait. Il y a des bulletins communautaires ou des bulletins municipaux qui sont distribués dans les boîtes aux lettres où il y a des petits récapitulatifs sur la procédure PLUI et là où on en est, plan local d'urbanisme intercommunal. Donc on va aller rapidement sur le point 1 et puis après on détaillera plus précisément le PADD, projet d'aménagement et de développement durable. Donc le PLUI en fait, toutes vos communes en fait sont, à peu près toutes vos communes sont dotées de documents de planification. Le but d'un document de planification, c'est de gérer le territoire en termes de droit à construire en fait, de planification territoriale. Donc globalement, un plan local d'urbanisme ou un plan local d'urbanisme intercommunal, puisque maintenant il est fait à l'échelle de l'ensemble de l'intercommunalité, c'est un projet qui est fait à échéance 10-15 ans. Donc on parle en fait de PLUI à échéance là 2030 en fait. Donc on fait le projet de territoire sur une quinzaine d'années en fait. On élabore le projet de territoire, le projet qu'on aimerait voir se concrétiser sur le territoire à échéance 2030. Donc globalement, c'est un document qui n'a pas, on le fait pour cette durée-là en fait, mais il n'y a pas de durée obligatoire à partir duquel il est obsolète en fait. On comptabilise, on élabore, on projette, on prospecte sur cette échéance temps-là. Donc l'intérêt du PLU, c'est bien sûr l'intérêt intercommunal, c'est d'avoir le territoire unifié. Donc là, il se fait sur l'échelle de l'ex-Vimeu industriel en fait, communauté de communes du Vimeu industriel. Il a été lancé à l'époque où la fusion n'avait pas encore été réalisée en fait. Donc on est sur l'entité Vimeu industriel. Le but, c'est d'avoir un projet partagé. Donc vous voyez l'état de la planification. En bleu, vous avez toutes les communes qui étaient déjà dotées d'un PLU en fait. Donc ici, on a Nibat, Valine, Fréville en fait, qui a été déjà en mode PLU. Donc le PLUI, ça va être la même chose sur plus de communes en clair. Et puis on avait une carte communale sur Auchancourt. Donc une carte communale, c'était aussi un document de planification qui permettait de déterminer des terrains constructibles et non constructibles, en fait, plus légers, plus adaptés aux communes rurales et sans règlement en fait. Donc c'est-à-dire que lorsque vous déposiez un permis de construire ou une déclaration préalable sur la commune d'Auchancourt, il n'y avait pas de règles de constructibilité, de prospect, de hauteur à avoir. Là, on va avoir un document unifié sur l'intégralité du territoire. Donc les raisons du PLUI, elles ont été évoquées lors de vos diverses réunions de travail en fait. Une volonté de structurer le territoire communautaire à partir d'un projet partagé et commun, une solidarité avec les communes en POS, parce que comme vous avez pu le voir juste avant, quelques-unes des communes, en fait 4 communes étaient en plan d'occupation des sols, Bourseville, Ouincourt, Chépy et Nieuville en fait, donc pour lesquelles les diverses lois de programmation et d'urbanisme et de planification ont programmé une caducité, c'est-à-dire que les documents des communes en POS en fait deviennent caducs à un moment donné, ils ne s'appliquent plus en fait. Il faut donc évoluer et passer en plan local d'urbanisme.
Et puis l'objectif aussi de faire un PLUI, c'est que ça mutualise les coûts de production. En clair, c'est moins cher de faire un PLUI plutôt que 14 ou 15 PLU individuels sur chaque commune. Donc le point en fait ici, là on va aller assez rapidement en fait. On ne va pas vous énumérer toutes les lois de planification depuis la loi solidarité renouvellement urbain en fait des années 2000. Donc là on a plusieurs lois qui se sont succédées pour faire évoluer en fait la programmation, la planification urbaine. Et globalement on a deux échéances dans le cadre du PLUI. La première c'est celle qui a prescrit l'élaboration du PLUI. La deuxième c'est celle qui va approuver ce document et on doit l'approuver avant le 31 décembre 2019. Donc voilà, on a déjà mis 18 mois pour faire un diagnostic et un PADD et globalement, on a à peu près la même chose pour terminer en fait le document et traduire réglementairement parlant. Voilà, si je décompose. Un point qui est là, ce sont des points qui sont assez importants, qui vont justifier le projet de territoire à venir. Le projet de territoire à venir lui-même sera décliné après au niveau du zonage et du règlement, donc qui vous seront présentés ultérieurement, comme ça a été dit en introduction. Donc des principes réglementaires, c'est le respect des objectifs de développement durable. Ça, le développement durable, c'est très important en fait, hein, ça s'applique même à la planification. Donc on a un équilibre à trouver entre les zones urbaines et les zones rurales, ce qu'on appelle le renouvellement urbain. Ici, vous allez vite voir ce que c'est le renouvellement urbain, hein. Ce sont par exemple un tissu urbain avec des friches qu'il faudrait reconvertir ou réhabiliter en fait, hein. Donc c'est ça, le renouvellement urbain, c'est refaire la ville sur elle-même en fait, dans le tissu existant. Donc le tout en fait avec une utilisation économe des espaces naturels et agricoles, parce qu'on a une donnée qui est très importante, c'est la préservation des espaces agricoles et naturels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut projeter son territoire et urbaniser, voire l'urbanisation future des communes, il faut le faire dans un souci d'économie d'espaces agricoles et naturels. Donc on ne consomme plus l'espace comme on pouvait le faire il y a encore 10-15 ans. On a aujourd'hui en fait des notions de densité à respecter, c'est-à-dire que pour de l'habitat individuel, par exemple, on le fait sur du terrain moins grand. En fait, hein. L'objectif, c'est de consommer juste ce que l'on a besoin en fait et de traduire ça au mieux possible pour l'environnement et l'agriculture. Voilà. Donc ça va dans le même ordre, même état d'esprit hein, que la protection des milieux naturels et les paysages, lutter contre le changement climatique, parce que même ces données-là qui peuvent paraître très génériques, très générales, on les retrouve à l'échelle de documents de planification. Donc ça nous permet de justifier de l'endroit que l'on met à bâtir au plus proche des équipements, s'il y a des liens piétons, si on facilite les mobilités douces en fait par rapport aux équipements existants, par rapport au commerce en place. Voilà, donc on va jusqu'à cette déclinaison-là en fait. Ces concepts très généraux trouvent à s'appliquer en fait localement. Voilà, donc de l'obligation de réduction des énergies fossiles et la consommation des espaces agricoles et naturels. Voilà, préservation des risques. Ça, c'est une pyramide inversée, elle synthétise tout ce que je viens de dire en fait, hein. C'est-à-dire que là, le permis de construire est en bas en fait. Donc les permis de construire, ce sont les déclarations que vous allez déposer en tant que pétitionnaire en fait, hein, déclaration préalable, permis de construire sur des terrains que vous avez en fait. Le PLUI est juste au-dessus, donc c'est vraiment une pyramide inversée, hein. C'est-à-dire que vos permis doivent être en rapport avec le PLUI, les règles du PLUI en fait, qui lui-même doit être en rapport avec les règles du programme local de l'habitat ou du plan de déplacement urbain s'il y a, qui eux-mêmes doivent être en rapport en fait compatible avec le schéma de cohérence territoriale, qui lui-même, vous voyez, on a à chaque fois en fait cette graduation en fait, hein, doit respecter les directives territoriales d'aménagement, et après au-dessus on a les lois, hein, Grenelle, SRU, ENE, donc toutes les lois en fait qui font le code de l'urbanisme en fait, hein, en clair. Donc voilà, ça permet cette pyramide de se dire qu'à l'échelle où on se trouve, à l'échelle du PLUI, on a quand même toute une somme de documents à respecter. Et on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut. Donc le PAD, c'est un diagnostic, une définition des enjeux et une traduction réglementaire. Donc ça, c'est le PLU. Et on a vraiment en fait ce schéma-là, en fait, un diagnostic, priorisation des enjeux et PADD, qui symbolise un petit peu un engrenage et la façon dont on s'y prend en fait pour arriver à un projet de territoire que l'on veut partager en fait et qui tient la route en termes d'obligations en fait, législatives. On le réalise avec plusieurs personnes, donc on le réalise avec vous, les habitants, avec la communauté de communes du Vimeu, avec les élus des communes, en fait, puisqu'on a des COTEC, hein, des comités techniques de travail à peu près tous les mois, je dirais.
Ouais, des fois tous les 15 jours. Voilà. Donc on a des réunions techniques en fait régulières. On se voit voire 1 à 2 fois par mois en fait, et avec les élus de chaque commune en fait. Donc tout le monde est regroupé dans une salle et on travaille en fait sur les enjeux du territoire, sur la déclinaison du projet de territoire, ce qui est important, le plus, le moins, et là où on veut aller en fait. Donc sont associés à ces réunions les personnes dites publiques associées, c'est l'ex-DDE, la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer. Ça peut être le syndicat mixte, Baie-de-Somme Trois-Vallées, qui est en train de réaliser le SCOT en fait, sur le schéma de cohérence territoriale en fait, sur vos territoires. Ça peut être la Chambre d'agriculture qui travaille aussi pour réaliser le diagnostic agricole, donc de toutes les exploitations en place, et qui nous retranscrit ces résultats pour qu'on les prenne en considération dans la détermination des terrains constructibles. Voilà, donc voilà à peu près ces personnes-là. En fait, on a des bureaux d'études techniques qui interviennent. On a aussi un assistant en maîtrise d'ouvrage, donc la société Verdi qui accompagne la collectivité en fait dans le suivi de la procédure. Nous, on a répondu en fait la société Ingeo avec la société Biotope en fait pour essayer de couvrir l'ensemble des champs indispensables en fait au programme local d'urbanisme intercommunal. Donc l'organisation des productions, un conseil communautaire, le conseil communautaire valide. Une conférence intercommunale, c'est une obligation qui va examiner les remarques émises lors de l'enquête publique, et un comité de pilotage, un comité de suivi. Donc vous voyez, on a plusieurs, c'est pour ça qu'il y a de nombreuses réunions depuis 18 mois, c'est parce qu'il y a plusieurs instances qui interviennent dans le processus d'élaboration du document. C'est la frise de 2 projets. Donc un diagnostic commencé en janvier 2016. Donc là, on est au stade projet d'aménagement et de développement durable, réalisation des orientations d'aménagement et de programmation. C'est-à-dire que là, on va cibler les secteurs d'urbanisation future sur vos communes, en fait, et y donner des prescriptions, en fait, gages que l'on souhaite, gages de qualité urbaine. Ensuite, on aura une déclinaison réglementaire, et après, en jaune, c'est toute la phase administrative. Donc, vous voyez, d'où les 18 mois encore à venir jusqu'à fin 2019, parce que la phase administrative, c'est la consultation des personnes au public associé officielles, d'où l'intérêt de les intégrer aux réunions de travail. C'est aussi l'enquête publique, dans laquelle vous serez amené à émettre des remarques éventuelles sur vos terrains à bâtir, vos propriétés foncières. Donc l'importance de la concertation, c'est vraiment de pouvoir échanger avec les communes, échanger avec les habitants, et être un relais en fait en termes de projet sur le territoire vis-à-vis des citoyens. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour que le PLUI soit accepté, compris en fait, et traduit en fait en opération. Est-ce que vous avez des questions sur la procédure ? Sur comment ça se passe, combien de temps, ou est-ce que pour l'instant c'est clair? Non? Bon. Donc on continue. Donc on vous a fait une petite synthèse du diagnostic, ce qui nous a occupé pendant 8 mois de travail, en fait, le diagnostic. Il nous a occupé de janvier à septembre à peu près 2016. Donc ces éléments de diagnostic nous ont permis d'élaborer des grandes lignes de projet. Donc en termes de population et de logement, donc comment on a procédé pour faire le diagnostic? On a étudié en fait les diverses évolutions statistiques recensées sur la collectivité. On est allé faire du terrain, on a vu un petit peu comment ça se passait, comment ça se déroulait, quelles étaient les évolutions morphologiques qui pouvaient être faites sur le territoire. Ça nous permet aussi de comparer un petit peu des chiffres et la réalité terrain. On a échangé beaucoup avec les élus également sur l'interprétation qu'on pouvait avoir en fait de leur commune au sein de l'ensemble intercommunal. Donc en termes de population et de logement, on a globalement une population qui augmente. Bon, après vous avez, je vais peut-être est-ce que je vois, hop, je vais vous montrer sur les cartographies. Donc on a une population qui augmente, on est à un petit 18 000 habitants, pas tout à fait en 2012, chiffre INSEE, grâce à un solde naturel qui est positif, c'est-à-dire qu'on a plus de naissances que de décès sur votre territoire, pour autant on a un solde migratoire nul. Donc le solde naturel, les effets bénéfiques du solde naturel en croissance de population sont un petit peu, annulés en fait par le fait que le solde migratoire est un peu bas, c'est-à-dire qu'il y a plus de départs en fait de votre territoire que d'arrivées.
Globalement, sur le territoire de l'intercommunalité, on a une ville-centre, c'est Fréville-Escarbotin, qui représente un quart de la population, plus d'un quart de la population de l'intercommunalité. Donc c'est la ville, en fait, avec les équipements qui portent, je dirais, qui est le noyau, le centre de l'intercommunalité. On a ensuite Feuquières, Envimeux et Fressonneville, qui à L2 représentent aussi un gros quart. En fait, on peut diviser votre territoire en quatre ensembles. Hein. Fréville d'un côté, Fressonneville et Feuquières de l'autre, qui représentent aussi 26% de la population intercommunale. Ensuite, on a des pôles qu'on a appelés, nous, des pôles relais, comme Chépy, Bétancourt, Ouincourt, qui sont à 20%. Et on a un ensemble de communes rurales, Valines, Auchancourt, Ménécise, Angremer, Nibas, Tully, Bourseville et Neuville, qui représentent également un quart de la population. Donc globalement, on peut partager en fait le poids démographique de votre intercommunalité en 4 ensembles, avec notamment l'importance de Fréville. Et si on ajoute Feuquières et Fressonneville, ça veut dire que sur 3 communes, on a plus de la moitié de la population. Donc de se dire que sur 3 communes, il y a plus de la moitié de la population, déjà c'est important. C'est une caractéristique du territoire, ce qui montre que le territoire est assez dense, hein, même si les élus nous ont dit que les communes avaient de courtes distances entre elles. Donc du coup, on est vite proches les uns des autres, mais on a quand même un territoire qui est polarisé, et cette polarisation, on va la retrouver dans le projet de territoire et on va la retrouver dans le règlement, en fait, hein, dans le zonage. C'est-à-dire que sur ces villes-là auront une part de la croissance de population projetée à 2030 plus importante que les communes rurales, parce que le but, ce n'est pas d'inverser la tendance, mais c'est bien en fait de confirmer en fait ce point de vue-là par rapport aux lois. Donc les élus ont été vigilants quant aux communes rurales, en fait, qu'elles y retrouvent un intérêt en fait à faire le PLUI et à avoir une partie de la croissance de population, mais on a bien une hiérarchie en fait sur le territoire. Ensuite, on a un quart de la population qui a plus de 60 ans et plus. On a un rythme de vieillissement plus fort que sur l'échelon départemental, donc on a un territoire qui est en train de vieillir en fait. On a aussi, en termes de logement maintenant, un parc de résidence principale important, et on a à peu près 7% de vacances à l'échelle du parc. Alors ça, c'est variable selon les communes. Il y a des communes qui ont plus de vacances, d'autres qui en ont moins. C'est un point aussi important. Les communes qui ont beaucoup de vacances, on va essayer d'aller trouver des moyens d'intervenir sur les logements qui sont inoccupés dans le tissu bâti, en fait, plutôt que de construire de nouveaux logements. Parce que construire de nouveaux logements, c'est consommer de la terre agricole, alors qu'on se dit qu'il y a des capacités et des possibilités à l'intérieur de la trame urbaine. Vous voyez, c'est vraiment ce schéma-là en fait qui est essayé d'être mis en place de par les lois et transcrit dans le sein du PLUI. On a des maisons individuelles majoritairement, même s'il y a quelques collectifs principalement sur les villes, mais on a majoritairement de la maison individuelle. Et on a une tension sur le parc locatif aidé, dans le sens où on a à peu près 3 à 4 demandes pour une attribution. Donc vous avez une population qui pourrait prétendre au logement locatif aidé et qui ne trouve pas à être logée dans ce type de logement. Donc ça montre aussi les revenus en fait, enfin, les revenus d'une partie de la population en fait, et les besoins en typologie logement par rapport à cette population. Donc d'où l'intérêt sur des opérations bâties de faire d'offrir un panel de typologies bâties diverses en fait, afin de pouvoir répondre à plusieurs populations. Si on ne fait que du lot libre, certains ne pourront pas acheter et ne pourront pas habiter sur le territoire. Si on ne fait que du locatif aidé, c'est l'inverse en fait, hein. On n'apporte pas de la mixité non plus qui permette à la population et à l'ensemble des communes en fait d'avoir un marché diversifié. Voilà. Je parle beaucoup, moi. Des questions ? N'hésitez pas. Hein. C'est des points importants parce que c'est des points qui peuvent paraître ou que vous connaissez déjà, ou qui peuvent vous sembler anodins ou peu importants, mais ce sont des points sur lesquels on va s'appuyer pour décliner quelque chose en fait. Donc décliner quelque chose au sein du PAD et ensuite le décliner au sein du règlement. Le règlement, c'est ce qui est opposable au tiers, c'est ce qui sera opposable à votre permis de construire en fait. Exemple, le zonage. Donc tout a un lien en fait, hein, tout a une incidence. Donc il ne faut pas louper une étape pour bien comprendre en fait le pourquoi du comment au moment du zonage. Sur la morphologie urbaine, un renforcement concentrique des villes. Donc là on a ici Fréville, Escarbotin, Feuquières et Fressonneville qui sont dans une même enveloppe, je dirais, urbaine. Ensuite on a un étalement linéaire des villages. Donc on peut prendre ici.
On a une identité rurale qui est marquée par un habitat traditionnel. On a des constructions plus récentes telles que les pavillons qui sont venus s'implanter au milieu de leurs parcelles et qui sont un petit peu en rupture avec cet habitat traditionnel. On a également un patrimoine architectural intéressant qui est hérité en fait du passé industriel de l'intercommunalité, hein, avec notamment des logements patronaux, des cités ouvrières et aussi des friches industrielles, des maisons de maîtres qui sont aussi marquants et qui sont aussi des marqueurs en fait de votre identité territoriale. Donc, tous ces points-là sont pris en considération. Par exemple, de trouver qu'on a un patrimoine intéressant. Le patrimoine pourrait être protégé par le biais du PLUI, c'est-à-dire qu'on pourrait y affecter en fait des stades de protection permettant justement de préserver en fait cette architecture. Un exemple. Le renforcement concentrique des villes, ça peut se décliner en opérations groupées d'habitat qui se font prioritairement sur les 3 F. L'extension, l'identité rurale marquée, c'est de préserver en fait des types d'habitats ruraux en fait sur les communes plus rurales, donc d'être moins dense. Voilà. En termes d'économie, c'est un point très important. Hein. En 2012, il y avait à peu près 8000 emplois recensés sur votre territoire, majoritairement sur les 3 F. Une part importante dans l'industrie, un indice de concentration d'emploi de 1,16. Donc c'est un point important. Ça veut dire que, donc on le voit ici, hein, sur ces graphiques-ci, en fait, hein, sur les 3 F, la CCVI. Et là, on a la comparaison avec le reste du département, précisément la Villois, le reste du département ou la région, en fait. Hein. Donc ça permet de voir que vous proposez en fait plus d'emplois. Ça tend. Donc un point aussi sur l'élevage en fait, hein, sur l'économie agricole, les productions céréalières. Il y a encore 78 exploitants d'activité en 2016 et globalement on est en consommation d'espace à 65 hectares de consommés, c'est-à-dire à peu près 3-4 hectares par an en fait, entre 92 et 2010 à des fins d'habitat et d'équipement. Ça c'est important, c'est pas non plus un chiffre comme ça. Le fait d'avoir consommé à peu près 3. C'est pas anodin en fait. C'est vrai que ça fait le diagnostic paraît être une succession comme ça, un catalogue de données. L'objectif de ce catalogue de données, c'est de pouvoir y ressortir en fait, hein, quelques thèmes clés en fait sur lesquels vous allez vous appuyer en fait pour élaborer votre projet de territoire et que vous allez pouvoir donc du coup justifier vis-à-vis des environnements. D'accord. Ça va? Bon. Jusqu'ici, ça va. Donc, on a à peu près, en fait, 84% du territoire qui est occupé par des espaces agricoles, un peu par des prairies et beaucoup par de la culture. On a également présence l'intérêt, en fait, le Vimeu est entre deux vallées, en fait. Donc, d'un point de vue environnemental, on n'a pas de zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, de Natura 2000, c'est-à-dire de réserves protégées, donc à préserver, en fait, spécifiquement sur le territoire. Cependant, on est un espace de transition, en fait, entre deux vallées. Donc, et cet espace de transition entre deux vallées doit permettre des échanges entre celles-ci. Donc on doit permettre des corridors. C'est ce que vous voyez, ce sont les traits par exemple ici verts en fait, hein, sur les cartographies qui s'appuient sur les pâtures, qui s'appuient sur ce qu'on appelle les villages courtils lorsqu'il y a des haies en fait. Donc ce sont des points en fait, des éléments végétaux et des éléments patrimoniaux en fait qui nous permettent d'avoir un lien entre la vallée nord, la vallée sud et de pouvoir axer en fait le déplacement des espèces notamment sur ça. Donc ça, c'est aussi un point important.
Donc tout ce diagnostic a abouti à un projet de territoire développé en 4 axes. Le premier axe, c'est d'abord l'économie pour les élus en rayon de travail. Donc après avoir bien discuté, l'axe premier d'aménagement du territoire, ça reste l'économie. Donc parce que déjà il y a un passé, économie industrielle, et parce que l'emploi, c'est la priorité aussi du développement du territoire. Donc on a un axe économique fort, c'est l'axe premier, confirmer la tradition industrielle du territoire et son rayonnement extérieur. On a ensuite un axe habitat, donc conforter la dualité et l'équilibre entre la dynamique urbaine des 3 F et le cadre de vie rural que les élus souhaitent préserver, mais pour autant ne pas exclure du principe en fait de développement bâti. Ensuite, on a un axe des mobilités. Alors pourquoi la mobilité? C'est parce que c'est lié au passage. Alors vous avez des gares, il y a des gares qui sont présentes dans le cadre du développement durable, de la mobilité douce, des transports en commun. C'est des points sur lesquels on s'appuie. Les élus, ils sont très attachés en fait, d'autant que certaines lignes peuvent être en questionnement. Donc l'objectif, c'est bien de réinsister en fait sur cet avantage qu'a le Vimeu industriel d'être traversé en fait par des lignes SNCF et desservi par des gares. Donc avec l'idée de marquer cette importance là en fait à échéance 2030. Donc on a des mobilités, on a aussi le développement de nouvelles technologies en fait dans cet axe-là, et on a un axe environnement-paysage. Donc là, source de projet en fait pour la qualité environnementale et paysagère. Donc pour tout ce qui est axe économique, alors là, comment dire, le PAD se décline c'est une forme de poupée russe en fait. C'est un jeu d'ambition et d'action. Donc on essaie de décliner un petit peu tout ça jusqu'au moment où on arrive au zonage et où là on localise précisément en fait les choses. Donc sur la tradition industrielle, l'axe économique, on a plusieurs, sur cette ambition-là, on a plusieurs actions possibles. Donc le premier point, c'est sur la ZAVI, donc la zone industrielle en fait. On a une ZAVI 1, il y aura une ZAVI 2. Donc l'idée, c'est de poursuivre en fait, de finaliser la ZAVI 1, qui est déjà de toute façon qui est complète pratiquement, et donc d'entamer la ZAVI 2. Donc au même endroit en fait, d'avoir une deuxième zone à vocation, un prolongement, je dirais, une extension, un prolongement en fait, développement économique. Donc pour caractériser cette notion d'emploi en fait importante sur le territoire. Ensuite, on a un axe sur les filières artisanales et commerciales existantes, un point sur l'activité agricole, un point sur la position rétro-littorale parce que on s'est aperçu les élus ont fait le constat qu'on était proche de la côte sans pour autant bénéficier d'une attractivité touristique en fait, et que c'était dommage de passer à côté éventuellement en fait de cette option-là d'un point de vue économique. Et après, on a la question des reconversions et pourquoi pas reconversion économique sur certaines friches. Sachant que vous, au niveau des friches, beaucoup sont polluées ou suspicion de pollution. Et qui dit suspicion de pollution dit difficulté à mettre en place un projet, en fait, avec l'ensemble des partenaires qui. Donc on a l'exemple l'exemple en tête qui vient, c'est Bricard. C'est les friches Bricard de Fréville et Frissonville en fait, clairement. Donc Fréville, donc projet en cours, je dirais depuis plusieurs années, parce que c'est long à sortir quand il y a, c'est une succession d'obstacles en fait à passer. Donc il y a aussi Bricard sur Frissonville, donc la même course en fait. Donc pour ce qui est de la ZAVI, réalisation de la ZAVI 2, donc 43 hectares à vocation économique, donc sur un projet d'envergure important. Donc on finalise la ZAVI 1, la zone d'accueil existante, et on projette la ZAVI 2 pour permettre en fait d'avoir des surfaces à offrir aux entreprises intéressées par le territoire, par l'implantation du territoire. Sachant aussi que l'idée pour les élus, et ça rejoint les ambitions 1 et 2, c'est de permettre aux entreprises qui sont dans votre tissu bâti existant, parce qu'il reste encore des entreprises dans votre tissu bâti existant, dans votre trame urbaine, il y a encore des entreprises, c'est aussi la mixité fonctionnelle en fait du territoire, habitat, entreprise, imbriqué, je dirais. C'est de permettre à ces entreprises-là en fait de pouvoir se développer sur place si besoin est en fait. L'objectif n'est pas de rapatrier tout le monde sur une zone économique, mais c'est de permettre aux entreprises en place là où elles sont de se développer, et si ce n'est pas possible en fait d'offrir l'opportunité d'une implantation dans une zone en fait. Donc mettre en lien en fait les pôles gares et les pôles économiques, et préserver un couloir agricole en fait, parce qu'il y avait une exploitation agricole à proximité dans la ZAVI en fait, et l'idée c'est de conserver un couloir agricole nécessaire à cette exploitation là. On va le voir sur les cartographies, vous avez les panneaux à zéro qui reprennent l'ensemble de ces axes.
Pour ce qui est de la filière artisanale, donc pareil, hein, la dynamique commerciale de services, donc où là on est sur répondre aux besoins des entreprises lorsqu'elles sont mesurées. Et forcément, si une entreprise a un besoin de 10 hectares en plein centre urbain, ça va être un peu compliqué en fait, hein, parce qu'on va être sur des tissus bâtis déjà bien imbriqués. Donc là, il y a nécessité peut-être de relocalisation. Mais en cas de besoin justifié et raisonné, en fait, on va essayer de trouver des solutions sur site. Ensuite, on a un projet important qui a été beaucoup débattu par les élus, c'est de développer une porte commerciale. Donc, vous avez l'Azavie en porte industrielle, et l'idée, ce serait d'avoir un panel, une offre disponible, en fait, de développer une offre commerciale, en fait, sur Fréville. Alors, à cheval, Fréville-Ouincourt, mais c'est plus sur Fréville, en fait. Hein. Donc, ce serait de déterminer 7 hectares, à peu près, hein, 7 hectares à vocation en phase d'Intermarché, en fait, hein, à côté d'Intermarché, de ce côté-là, en fait, hein, de l'autre côté de la RD, de pouvoir développer les commerces à cet endroit-là, en fait. C'est-à-dire, d'un côté, on aurait une porte économique, de l'autre côté, on aurait une porte commerciale du territoire. L'idée, c'est pas de faire du commerce pour du commerce, mais l'idée, c'est de s'insérer, de trouver sa place dans une armature commerciale qui se fait à plus grande échelle, en fait, hein, et de pouvoir permettre aux gens qui viennent habiter, en fait, le territoire, d'avoir de quoi, en fait, pourvoir à leurs besoins en termes de commerce et de ne pas être obligés de se rabattre sur Abbeville ou sur la côte. Comme ça, donc c'est de pouvoir intégrer ce maillon-là, en fait, pour les habitants qui existent déjà, mais aussi pour les nouveaux arrivants. Donc créer un couloir agricole, ça on l'a dit, hein, pour pérenniser les exploitations. Alors, l'activité agricole, ça on le fait avec la Chambre d'agriculture, je dirais, hein, ça va aboutir à un classement ou naturel ou agricole des terres d'intérêt. L'idée, c'est de permettre en fait aux exploitations agricoles de se diversifier, de pouvoir s'étendre lorsqu'elles sont hors tissu bâti. Quand elles sont dans le tissu bâti, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut savoir si elles sont classées ou pas. Si elles sont classées, ça engendre un périmètre d'inconstructibilité au pourtour de ces exploitations. Et parfois, ça peut aller jusqu'à figer en fait le développement bâti d'une commune. Donc, ça existe chez vous, hein, sur certaines de vos communes de la CCVI. On est dans ce cas-là. Donc après, il y a tous les projets pour les circuits courts. Sur ce qui est du développement touristique et de la position rétro-littorale, donc là l'idée c'est de mettre Chépy et Bourseville en fait en point, en tête sur ce domaine-là, avec la création d'un camping en fait sur Bourseville. L'idée, c'est que Bourseville est la commune la mieux placée en fait pour recevoir ces activités touristiques parce qu'elle bénéficie d'une position rétro-littorale plus apte et plus favorable pour le développement de ce type d'activité, sachant que une étude, enfin là-dessus, il y a des études à pousser davantage en fait. Et sur Chépy, on a la création d'une aire de camping-car. Il existe déjà une aire de camping-car à Bourseville. L'objectif, c'est d'en créer une sur Chépy. Voilà. On s'appuie également sur la veille sur le patrimoine de haute qualité parce que ça peut concourir à faire des circuits de découverte, découverte du patrimoine en fait à l'échelle de l'intercommunalité. Tourisme vert, tourisme culturel, tourisme architectural. L'idée, c'est que ces thèmes-là ne sont pas suffisamment exploités. Donc, c'est essayer de les exploiter au travers d'un projet de territoire pour y amener en fait un intérêt économique au sein de l'intercommunalité. Une nouvelle vocation pour les friches, donc bon, on vient d'en parler, hein, on a la question du renouvellement des friches, donc ou à vocation d'habitat ou à vocation d'activité. Beaucoup sont pollués, on l'a dit en fait, hein, ce qui devient vite une somme d'obstacles à passer en fait pour essayer d'aboutir à un projet. Donc là, l'idée c'est de cibler en fait quelques secteurs clés d'études. Vous avez une cartographie synthétique hein, de l'axe 1, donc où là on voit bien hein, l'Azavie, le projet économique, ici hein, le nœud sur le territoire. Là on a le pôle économique aussi en fait de Fréville, toute la notion agricole en fait par les petites étoiles qui sont dispersées un petit peu sur l'ensemble du territoire. Donc ici au Champ-Court, Niba, on a en fait toute la notion agricole. La flèche verte ici, c'est le couloir agricole dont on parlait en fait à l'intérieur de l'Azavie et les petits pointillés en fait correspondent aux cheminements piétons existants, mais on voit qu'ils ne couvrent pas ou qu'ils ne maillent pas suffisamment en fait le territoire. Et l'intérêt, ce serait vraiment de les développer en fait dans la continuité dans la poursuite des continuités écologiques qu'on a pu voir pour la thématique environnementale.
Donc voilà au niveau économique. Au niveau économique, Zavi 2, porte-commerce à créer, possibilité pour les entreprises existantes dans le tissu urbain de s'étendre et problématiques agricoles à gérer en fait dans les centres des communes. Je résume brièvement. Des questions sur l'axe éco, sur le besoin des activités, sur le renouvellement en fait. Oui, Bettencourt, Chépy, en fait, ces trois communes-là, ont été finalement structurés le territoire de 3F. Que ce soit un intermédiaire des communes rurales. Donc ces trois villes-là, c'est Bettencourt, Chépy et Oincourt. Alors Oincourt parce qu'il y a une gare, Bettencourt parce qu'effectivement on a des équipements et des capacités à l'intérieur du tissu bâti. Chépy, la même manière en fait. Hein. Donc on est sur des communes finalement intermédiaires entre le tissu bâti du centre des 3F et les communes très rurales en fait. Donc ça va être des pôles d'appui. On va les appeler des pôles d'appui. Ils auront moins d'habitat que les 3F, mais plus que les communes rurales. D'accord. Le trou, c'est ça en fait. C'est simplement une question. Hein. Mais vous êtes là, c'est normal. On est là pour proposer, pour discuter en fait. Hein. C'est le but, c'est l'objectif. Je me souviens un peu de nous, il y avait les trucs. Hein. Donc, alors ici, effectivement, le PLUI, en fait, le plan local d'urbanisme intercommunal se limite au périmètre en fait de l'ex-CCVI en fait. Hein. Donc globalement, par exemple, le Vimeu vert qui a été fusionné maintenant pour former le Vimeu avec l'ex-Vimeu industriel, n'est pas non plus lui inclus en fait dans le projet plan local d'urbanisme intercommunal. De même que les communes que vous avez citées, qui sont ici plus au nord en fait. Donc comment on les rattache? C'est vrai que le territoire du Vimeu n'est pas une île en fait. Hein. On va pas effectivement. L'objectif c'est par exemple sur les cheminements piétons, dans cet axe-là, sur le développement touristique, l'aspect touristique, on vient se raccrocher à des cheminements qui sortent du territoire en fait. On vient se repiquer sur des boucles qui traversent et qui sont extérieures au territoire pour pouvoir amener une cohérence d'ensemble en fait. On n'oublie pas ces secteurs-là. Si on a positionné une porte commerciale dans le cadre du PADD, c'est pour les habitants à venir futurs, mais c'est aussi pour les habitants qui sont juste à côté en fait, hein, pour lesquels si un petit peu quand même. Voilà, donc l'idée, c'est de capter. Des communautés de communes d'à côté ne viendraient pas non plus sur notre territoire. Alors, les élus pourraient peut-être plus répondre. Est-ce qu'à côté, ils vont faire quelque chose ?
d'autres territoires à côté de chez nous ne le font pas. Parce que derrière, c'est notamment en termes d'impact foncier et de réglementation, ça pourrait être impactant pour nous. J'ai fini. On va prendre 2 micros, ça va aller, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc ça c'est la difficulté pour nous, ça pourra être celle-là. C'est-à-dire quand aujourd'hui on va dire, parce qu'on n'en est pas encore là, mais pour les habitants de Friedel, je vous l'ai déjà dit, le PLU, derrière le PLUI, il y a une ambition collective partagée, mais il y a aussi des contraintes. Bien évidemment, c'est un document d'urbanisme au même titre qu'aujourd'hui dans un PLU. La principale contrainte qui intervient aujourd'hui, ou plutôt qui interviendra demain dans le cadre du PLUI, c'est le quota foncier, c'est-à-dire la possibilité de créer de la construction sur des terrains qui sont hors du périmètre déjà bâti. Donc ça va être quelque part une contrainte, donc parce qu'on sera dans un PLUI. Donc une collectivité qui demain ne sera pas dans un PLUI comme nous, qui restera dans ses documents d'urbanisme actuels, aura peut-être moins de contraintes à ce niveau-là. Et donc la question qu'on se posera, c'est est-ce qu'on arrivera à se bagarrer avec les mêmes, entre guillemets, avec les mêmes armes que nos voisins. Cette question-là, on se l'est posée. Maintenant, c'est aussi une ambition collective et partagée que de s'inscrire dans cette démarche-là, et c'est une démarche que je qualifierais plutôt de bon élève. J'en sais rien, mais en tout cas, on essaye. Merci. Nous vous avons expliqué en début de réunion pourquoi nous avions démarré l'élaboration du PLUI. C'était parce que, d'une part, nous avions 4 communes qui étaient en poste avec les postes qui risquaient d'être caducs vis-à-vis de la loi. Et ensuite, la démarche financière qui nous faisait économiser pas mal d'argent en faisant un PLUI sur 14 communes au lieu d'en faire 14. Bon. Pour répondre à votre question par rapport aux communes voisines, la commune de Saint-Blimont faisait partie de la communauté de communes Baie de Somme Sud, maintenant fait partie de la communauté d'agglomération d'Abbeville. La compétence urbanisme a été transférée aux communautés de communes de par la loi, et la communauté d'agglomération va engager son PLUI de par la loi. Nous l'avons anticipé, mais voilà. Voilà. Merci. Oui. Pour les maisons non habitées actuellement, Oui. est-ce que vous aurez un pouvoir de dire, un peu comme l'acquisition, si elle est abandonnée, on prend le terrain? Alors, on aimerait bien. Vous avez des procédures qui vous permettent de pouvoir reprendre des biens à 100 mètres. Sur des procédures extrêmement longues qui doivent répondre à certains critères, le fait qu'il n'y ait pas d'impôts payés depuis X années, etc., enquête publique et tout ce travail-là. Ça, c'est la seule possibilité, mais ça ne rentre pas en ligne de compte dans le PLUI. Par contre, la collectivité s'est aussi engagée dans un PLH, un plan local de l'habitat, qui lui a vocation, notamment dans une de ses actions, à mettre en place une OPH, qui vise à reprendre des logements dégradés, donc à mettre des moyens financiers sur la table pour que les propriétaires puissent arriver à réhabiliter des logements qui sont énergivores, qui sont très dégradés, etc. Donc ça, le PLH arrive normalement au-dessus du PLUI. C'est-à-dire que le PLH détermine l'ambition en termes de construction de logements, et le PLUI, au travers d'un de ces axes qu'on va voir là tout de suite, est censé le traduire réglementairement. C'est vrai que le PLH dit combien, le PLUI dit où, normalement? Madame, qu'est-ce que vous a expliqué qu'aujourd'hui, on voulait limiter la consommation d'espace agricole, donc les communes qui ont trop de maisons vacantes, on va dire, seraient pénalisées par rapport au nombre de construction. C'est-à-dire qu'on leur demandera un effort, on va demander un effort à tout le monde, d'être un peu plus à ces communes de vacances fortes, et c'est même pas un effort, c'est du bon sens. Alors moi j'en parle en tout état de cause, puisque
sont en centre-ville et qui coûtent relativement cher. Ah oui, pardon, j'arrête, excusez-moi. On va prendre 2 micros. Je prendrai le sans fil. Non, mais... Donc, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, il y a un axe habitat, donc, qui a suscité aussi beaucoup de questions, et d'interrogations, et qui a permis aussi, parce que c'est dans ces réunions de travail en fait que l'on a d'échanges en fait qui permettent de composer, de donner de la consistance aussi aux axes de projet. Donc, on a une déclinaison en 4 points. Un développement urbain donc à l'échelle, enfin raisonné en fait. Une diversification de l'offre de logement. Donc la diversification de l'offre de logement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est le parcours résidentiel, de proposer des typologies plurielles d'habitat en fait pour satisfaire à tous les besoins. Les morphologies urbaines, le cadre de vie rural en fait à intégrer. Donc le but, c'est de ne pas faire de la densité pour de la densité. On a commencé à en parler, notamment en fait sur des projets urbains qui pourraient arriver. Le but, c'est de ne pas caler en fait des projets urbains qui ne s'inséreraient pas à votre environnement en fait. L'objectif, c'est d'avoir des opérations que l'on espère en fait intégrer au tissu bâti. Alors chacun d'entre vous, chaque maire peut avoir en référence 1 ou 2 opérations en fait qui n'estiment pas être terribles, et à l'inverse avoir 1 ou 2 opérations en fait plutôt des réussites. Donc l'objectif, c'est d'œuvrer à intégrer au mieux les habitations à venir dans votre tissu existant. Et toujours la question des friches. Donc, afficher un développement urbain du territoire, donc conforter les 3F dans l'accueil de population, parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est la logique des choses en fait. Il y a des commerces, des équipements sur les 3F, ça représente plus de la moitié de la population sur les 3 villes dont on vient de discuter en fait. Donc, le territoire va permettre en fait sur notamment les 3F à échéance 2030 la création de 275 logements minimum en fait pour la croissance de population. C'est-à-dire que quand on essaie de projeter en fait la population à échéance 2030, on essaie de trouver un taux de croissance. Donc on est sur un taux de croissance qui a été validé à 0,18% par an. Donc ça fait à peu près 18 500 habitants en 2030. Alors pourquoi ce chiffre-là? Comment on fait pour trouver ça? On regarde que la croissance de ces dernières années, on a vu que ça avait augmenté, mais à la fin difficilement. Ça avait augmenté un peu essoufflé. Je dirais la population augmente, mais de manière essoufflée ces dernières années. Donc le but, c'est de ne pas perdre de la population, donc c'est de continuer à avoir cette croissance, mais c'est d'insérer aussi cette croissance dans une réalité statistique, économique, qui est projetée à l'échelle même de la région Hauts-de-France, en fait. C'est de voir un petit peu comment ça va se passer ces prochaines années sur le territoire. Donc pour déterminer un taux de croissance, on regarde ce qu'on appelle le point zéro, c'est-à-dire combien il faudrait construire de maisons pour conserver à minima la population que vous avez. Ensuite, on ajoute la volonté de croissance des élus, en fait. Donc, enfin, on discute de la volonté de croissance en fait projetée par les acteurs du territoire, et on voit en fait si ça s'insère dans les grandes statistiques, études économiques portées en fait à l'échelle de la région. Donc ça ne sert à rien par exemple de valider un taux de croissance à 5% par an si on sait que vous avez déjà du mal à garder votre population et on est plutôt sur une période de décroissance en fait. Ça va être un petit peu compliqué, sachant que là-dedans le territoire du Vimeu et du Vimeu industriel en fait se positionne face à des agglos comme Abbeville, comme Amiens, comme La Côte, et donc du coup là la carte à jouer elle est sur un espace quand même plus large. Légal, c'est-à-dire que notre document, pour qu'il puisse être validé, doit être validé également par les services de l'État. Et que l'approche des services de l'État, c'est celle-là. C'est-à-dire vous avez un taux de croissance qui est celui-ci, donc dans les 10-15 prochaines années, vous aurez une croissance qui sera celle-là, et vous devez donc faire coller les chiffres de construction de logements avec cette approche-là. On pourrait avoir une autre approche, on l'a dit des dizaines de fois, c'est l'approche... Finalement, on n'arrive pas à susciter de la demande. Si on ne crée pas de logement, forcément derrière, on ne peut pas avoir cette croissance de population. Donc évidemment, après, les deux écoles s'affrontent, en tout cas les deux approches s'affrontent, mais on peut quand même se poser la question, parce qu'il est évident que si on n'a pas de logement à proposer, on disait tout à l'heure, lorsqu'on parle du locatif, aider aujourd'hui, c'est du 1 pour 4.
Nous participons à des groupes de travail au niveau de l'élaboration du SCOT. Donc on se rend à Abbeville, on discute tous ensemble et certes, comme dit David, on vous parle d'une croissance de population très faible par rapport à une demande qui n'est pas assez importante sur notre territoire. Et en contrepartie, les services de l'État nous disent comme votre population n'augmente pas, vous n'avez pas besoin d'un quota très important de logements. Voilà où on en est. Donc c'est très bien d'avoir les deux dispositifs qui se font en même temps, le SCOT d'une part et puis le PLUI de l'autre. Et nous allons nous réunir avec le cabinet qui est en train d'élaborer le SCOT pour travailler de façon cohérente. Voilà. On fait un PLUI, on ne fait pas un PLUI non plus avec une calculette, hein, mais ça, un petit peu quand même. Mais l'idée, c'est après de trouver en fait les bons endroits et surtout d'avoir des opérations agréables à vivre en fait. Hein. C'est surtout pour les communes que ça va se jouer derrière, donc des opérations agréables à vivre. Maintenant, c'est vrai que du coup, on valide un quota logement, un quota d'habitants, donc un quota logement. Donc c'est des logements pour voir ce sont des logements qui vont consommer de l'espace. Là, hein. Donc en gros, il y a une enveloppe de 500 logements programmés à l'échelle de l'intercommunalité qui vont consommer de l'espace. Par contre, vous parliez tout à l'heure, monsieur, des bâtiments libres, des logements vacants. Donc là, il pourra y être fait d'autres logements en fait qui seront en plus et qu'on ne comptera pas en fait. Hein. L'enveloppe des 500 logements, c'est celle qui vous fait être bon élève sur la consommation d'espace agricole et naturel. Voilà. Après, que votre tissu urbain, il y a une démolition d'une maison pour faire 3 logements à Fréville, dans le centre de Fréville, ça ne sera pas compté, quoi, en fait. Hein, ça sera fait, en fait. C'est le renouvellement de la ville. C'est, voilà. Sachant que la notion de quota logement nous permet à terme de déterminer des enveloppes foncières. Oui. Nous sommes d'accord, c'est-à-dire qu'un PLU n'est pas là pour dire, tiens, il y a 499 logements qui ont été créés, vous êtes droit à 500, c'est le dernier. C'est pas comme ça que ça marche. C'est simplement sur le quota foncier qui sera alloué aux différentes communes dans leur zonage, dans leur règlement. C'est ce nombre de logements qui sert de clé de départ qui va nous permettre de déterminer ça. Donc c'est quand même très important. Parce qu'effectivement, si vous avez un gros nombre de logements potentiels à créer, ça vous donne beaucoup de zones de terrain à bâtir, pour parler plus clairement. Si vous avez un quota logement qui n'est pas très important, ça vous donnera très peu de terrain à bâtir. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, et ça aussi je l'avais déjà dit, mais c'est important, c'est que dans un PLUI, vous êtes sur une dynamique de projet, là où sur les PLU tels qu'on les a connus jusqu'auparavant, c'était des dynamiques d'opportunité. C'est-à-dire vous aviez des voiries qui passaient, des réseaux, on disait allez hop, on va mettre une petite zone AUR, à urbaniser, c'est-à-dire en gros du terrain à bâtir. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire on va partir du principe qu'il faut que l'on ait déjà des projets, ou en tout cas des semblants de projets, ce qui nous déterminera derrière des zones de terrain à bâtir. L'approche est complètement différente et pas des plus simples pour tout le monde d'ailleurs, pour les élus, pour les propriétaires fonciers, etc. Donc là, par exemple, dans la poursuite de ce qui vient d'être dit, sur une enveloppe de 275 logements sur les 3 F, on affecte une densité donc, qui peut aller jusqu'à 20 logements à l'hectare sur ces communes-là parce qu'on estime qu'elles ont la capacité à faire des plus petits logements, en fait, parce qu'on estime aussi que pour, par exemple, se rendre propriétaire d'un lot libre en fait, sur Fréville, en fait, on a peut-être besoin de moins d'espace en fait, qu'à Aigneville, et que donc du coup, ce quota de logement des 275 sur les 3 F, affecté à une densité, nous donne finalement un nombre d'hectares. Voilà. Donc voilà la déclinaison. Donc on a donc les 3 F donc, qui représentent 50% du poids total de la population et qui vont représenter 55% de la programmation logement à venir, soit de 75 logements. On a 125 logements sur la couronne énergie, donc qui est Béthencourt, Méneslise, Angremer, Ouincourt, Tully et Chépy. Donc on retrouve dans cette couronne énergie les 3 communes relais dont on a parlé, qui sont Béthencourt, Ouincourt et Chépy.
Et enfin, on a 100 logements sur les communes les plus rurales. C'est-à-dire que ici, chez vous, donc la Niba, là, et Valine sont dans le groupe en fait des 100 logements en fait, donc à partager avec les communes de Bourseville, Auchancourt, Niba, Valine et Nieuville. Voilà. Donc une complémentarité, c'est-à-dire que sur ces petites communes, on va être sur des densités moindres, on va plutôt être à 12 logements à l'hectare. Donc voilà, on a un quota logement en fait par ensemble géographique qu'on divise en fait par commune, à laquelle on affecte 12 logements à l'hectare. Alors c'est pas aussi mathématique que ça, hein. Globalement c'est la grande tendance, mais on va quand même pas être à quelques mètres carrés de près en fait, ni à quelques logements près, suivant la forme urbaine rencontrée sur les communes en fait, hein. Et puis surtout, après on globalise ça par ensemble pour dire que s'il y a un peu plus sur Niba, c'est pas grave, c'est parce qu'il y a un peu moins sur Auchancourt, donc on essaie d'avoir une vision quand même intercommunale des choses. Donc, par exemple, sur les communes comme les moins denses, donc dans ici Niba, Valine-Auchancourt, on est plutôt sur un développement en fait en dents creuses, c'est-à-dire que le tissu bâti en fait laisse des terrains libres de construction, taux de construction, qui vont être gardés à bâtir. Attention, la dent creuse ne fait pas 200 mètres de long. 200 mètres de long en fait, c'est parce que je force le trait, hein, parce que souvent les gens ont tendance à qualifier tout leur terrain de dent creuse en fait, hein, même si parfois c'est un peu long, comme un peu large en fait comme tissu. Une dent creuse, c'est là où on peut mettre 2 maisons en fait, hein, faut compter en gros 50 mètres, 40-50 mètres de façade à rue. Voilà. Disons que lors de l'enquête publique, quand on va analyser les demandes et qu'une personne va estimer que son terrain est une dent creuse, on ne va pas prendre en compte uniquement la longueur en fait en façade front à rue. Il y a aussi plein d'autres éléments qu'il faut prendre en compte, notamment en fait la localisation par rapport à la trame urbaine, le fait qu'il y ait des réseaux, le fait qu'on soit à côté de différents services, qu'on ne se situe pas en fin d'urbanisation. Donc en fait, ça va résulter en fait d'une certaine réflexion. Ça ne peut pas se déterminer comme ça. Chaque cas en fait est un cas pratique. Donc voilà. D'où la difficulté hein, parfois de décloisonnage. Ensuite, on a un point 2 sur la diversité de l'offre. Donc là, pareil, tout comme on parle de densité, on va parler de mixité, où l'objectif, en fait, c'est de proposer, en fait, sur les communes qui ont des zones à urbaniser, c'est-à-dire les 3F ou un cours Bétancourt, 25% de logements locatifs aidés et 20% d'accession sociale, sachant que des communes comme Chépic, qui arrivent déjà à ces taux-là, en fait, en termes de locatifs aidés, ne seront pas soumises à ces objectifs de production. Les morphologies, donc là on est sur des opérations concentriques sur les pôles urbains, le renouvellement du tissu bâti en fait, hein, une densification des logements et une valorisation du patrimoine architectural. Encadrer le développement des hameaux, c'est que considère-t-on comme des hameaux? Ici, il n'y en a pas beaucoup en fait, hein, vos communes, à part Niba en fait, hein, si je prends Niba-Valine, pour le coup sur cet ensemble géographique-là. Mais sinon, où là on est sur des hameaux structurants, où effectivement on aura une zone urbaine en fait sur le hameau structurant, mais sinon il n'y en a pas énorme en fait, hein, pas beaucoup. Les friches, donc on en a parlé, on peut en reparler aussi à vocation bâtie en fait, hein, logement. Donc on parle de Bricard, il n'y a pas que Bricard en fait, hein, mais effectivement l'exemple de Bricard sur Fréville et Fressonneville a été réinjecté, réinséré et souligné en fait dans le cadre du PLUI parce qu'il montre vis-à-vis des services de l'État l'effort fait par les collectivités pour essayer de renouveler leur tissu bâti, et il montre aussi la difficulté d'y parvenir en fait. Donc voilà en fait une cartographie synthétique avec Fréville en tête de proue, Fressonneville et Feuquières en fait sur les 3F, les 3 pôles d'appui en fait Chépi, Ouincourt, Bétancourt, et puis le reste des communes rurales où prioritairement ce sera un développement surtout par la dent creuse en fait, le tissu, l'urbanisation des dents creuses dans la trame urbaine, et où les zones d'urbanisation futures seront plutôt là sur l'ensemble géographique qui nous intéresse, sur Fréville et Scarbotin. Et éventuellement sur Valine, il y a des opérations déjà en cours en fait. Est-ce qu'il y a des questions sur l'aspect habitat ? Bon, alors du coup, je vais les poser à votre place.
comment dire, on vous a parlé là de dents creuses, de possibilités à bâtir. Il ne faut, effectivement, M. Fabio a dit qu'à l'enquête publique, en fait, l'analyse de vos demandes particulières sera faite par le commissaire enquêteur et une validation sera faite derrière par les élus. Clairement, vous ne pouvez pas considérer que, ça c'est un préalable qui est assez important en fait en matière d'habitat et de foncier bâti constructible, vous ne pouvez pas considérer que si vous avez eu un terrain constructible par le passé ou encore récemment, que tout terrain constructible sera vitam aeternam constructible en fait. Les évolutions des lois aidant, on peut avoir en fait un terrain constructible qui devient inconstructible. Ça arrive souvent, régulièrement, tous les jours sur toutes les communes en fait. C'est lié à l'application des nouveaux textes vis-à-vis de la planification territoriale. Donc là où on pouvait bâtir avant, là où vous avez pu avoir des CU positifs dans les années 2000, etc., qui ne sont peut-être plus valables aujourd'hui, on ne peut pas forcément considérer que tout sera conservé en zone constructible. À 15 ans. Et une vision, comme je disais tout à l'heure, de projet et pas d'opportunité. Ça, c'est la vraie différence fondamentale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des terrains qui aujourd'hui étaient constructibles ne le seront plus demain. Ça, c'est une certitude absolue. Alors, aujourd'hui, on ne connaît pas les terrains, pardon. Exemple, vous avez vos CUB positifs en fait. C'est un certificat d'urbanisme, pardon. Si vous avez un certificat d'urbanisme qui a été délivré sur une de vos parcelles CUB, donc il y a le petit A informatif, B, c'est pour un projet de construction. Donc si vous avez un certificat d'urbanisme qui a été délivré sur une de vos parcelles, il est valable durant 18 mois en fait, à compter de sa délivrance. Ça ne veut pas dire qu'il va être renouvelé systématiquement en fait une fois arrivé à échéance. Voilà. Il est valable pendant 18 mois, y compris si le terrain que vous aviez n'était entre-temps devenu plus constructible. Mais s'il n'y a rien qui a été engagé entre le moment où vous avez obtenu votre CU et puis le moment où il devient non constructible, c'est terminé. C'est exactement pareil. Par rapport à la viabilisation, il y a en fait, pour déterminer un terrain constructible, il y a quand même un faisceau d'indices qui est utilisé par le juge. Et en l'occurrence, la viabilisation par les réseaux, la viabilisation est on va dire, une caractéristique qui est obligatoire pour qualifier un terrain de constructible. Par contre, l'inverse n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'un terrain qui n'est pas une dent creuse, qui est en extension linéaire et qui sera quand même viabilisé, ce ne sera pas suffisant, la viabilisation à elle seule, pour dire que ce terrain est ou restera constructible. Et de la même manière, puisqu'on a parlé en fait des terrains, en fait, des autorisations obtenues et dont on peut donc construire, par exemple, au bout de 18 mois pour un certificat d'urbanisme opérationnel ou un permis de construire 3 ans. De la même manière, pour les documents d'urbanisme encore applicables aujourd'hui, puisqu'on bénéficie d'un sursis, les communes qui sont en poste, donc plan d'occupation des sols, et quelqu'un qui demande une autorisation d'urbanisme parce que son document est encore applicable, c'est pas parce que son document est encore aujourd'hui existant grâce à la loi qu'il pourra obtenir forcément l'autorisation. Parce que après ça, il faut se rappeler en fait de la pyramide inversée qui disait que le permis de construire, bien qu'ils doivent être, on va dire, cohérents avec le plan local d'urbanisme ou avec le plan d'occupation des sols, il doit lui-même être, on va dire, cohérent avec la loi. Et si la loi, on va dire, interdit l'étalement linéaire aujourd'hui, l'autorisation d'urbanisme, elle ne sera plus acceptée. Donc ça paraît incohérent, mais c'est pour ça que les documents d'urbanisme sont révisés aujourd'hui. Pour déterminer...
Ah oui, oui, mais majeur, par exemple, ne pas être situé dans la trame urbaine, être en extension linéaire, c'est-à-dire qu'on a l'enveloppe, on a le noyau, on a le long d'une voie qui marque la sortie de la commune. Si c'est un terrain qui est au-delà de la dernière construction bâtie, oui, c'est de l'extension linéaire. Par exemple, ça, c'est le critère, on va dire, majeur. Donc voilà, il y a plusieurs ah bah une question. Alors c'est ce 3-4 parcelles, c'est-à-dire 100 mètres, 100 mètres de. Alors quand on est en centre de village, en fait, oui, il y a effectivement, s'il y a la volonté de renforcer le centre, enfin les lois inscrivent ça en fait. Hein. Donc si ce foncier-là en fait n'est pas affecté par un périmètre de réciprocité d'exploitation agricole ou par une contrainte autre en fait, hein, risque ou autre, donc en dehors de ces contraintes-là. Donc, notamment là pour le coup agricole, si on est en commune rurale, surtout essentiellement. Ces terrains-là peuvent être laissés dans la trame urbaine et constructibles. Ils correspondent au quota foncier de la commune. Mais il ne faut pas que la commune ait 20 ou 30 disponibilités en plein centre, en fait, qui sont au-delà de son quota foncier affecté. Sinon, il va falloir faire un choix. Voilà. Ouais, ça, c'est si on est en plein centre. Voilà. Donc par plein centre, c'est école, mairie, voilà, voilà, église, il faut considérer ça le centre. Hein. Si vous avez un projet de construction, en fait, si vous avez acheté si vous passez par un notaire, en fait, il y aura une demande de CUB, en fait, hein, ça c'est systématique, les notaires font au moins ça. Donc on regardera, ça sera analysé, l'instruction sera analysée au regard du PADD, du projet qui est fait au niveau du PLUI, en fait, et l'autorisation sera ou non délivrée, ou alors un sursis à statuer, ça dépend en fait si c'est contraire ou pas au projet en cours, en fait. Si c'est contraire au projet en cours, un sursis à statuer sera émis en fait sur votre dossier. Si ça ne l'est pas, ça sera délivré positif, en fait. Mais si c'est un achat-vente, en fait, le notaire demandera un CUB. Si c'est déjà un terrain qui vous appartient, vous déposerez votre permis. Faut déposer votre permis, en clair. Hein. Faut déposer un permis de construire, et puis l'instruction, ce sera analysé au regard du document existant et du projet à venir. Merci. La traduction de ça veut dire que même, dès à présent, il peut être mis en place des sursis à statuer. C'est-à-dire que vous déposez un projet maintenant de construction de maison ou de lotissement, si on considère qu'il n'est pas en phase avec le futur PLUI, le projet peut être retoqué. Je voulais dire à peu près la même chose. Aujourd'hui, on continue à travailler sur les documents existants. Hein, sur les 14 communes, certaines communes travaillent avec leur PLU, d'autres avec leur POS ou la carte communale. Et si on parle du VIME vert aujourd'hui qui a fusionné avec la CCVI pour faire la CCV, eux aussi continuent à travailler avec leurs documents existants et certains documents sont en cours d'élaboration également. Donc ça, ce sera jusqu'à l'approbation de notre PLUI, c'est-à-dire 2020, début 2020. Voilà. Merci. Encore des questions sur l'habitat ? Donc, on a un troisième axe de projet qui reprend la notion de mobilité et les nouveaux besoins. Donc, on a également une déclinaison en quatre axes, en fait, hein, avec la centrale de mobilité. Là, on ne va pas insister trop dessus parce qu'il y a une étude qui est en cours en même temps, en fait. Hein, parallèlement au PLUI que nous faisons, l'intercommunalité a lancé une étude sur l'intérêt d'une centrale de mobilité et sa mise en place, en fait, les modalités de sa mise en place. Donc ensuite, on a tout ce qui est lié au transport commun et desserte ferroviaire, au transport alternatif, mode actif et aux énergies renouvelables.
Donc pour la centrale de mobilité, le but de ça, c'est réaliser une centrale de mobilité pour faciliter les flux domicile-travail en interne du territoire. C'est-à-dire que les usagers se retrouvent en fait sur une plateforme commune avec une mise à disposition en fait de tous les moyens de transport possibles en fait pour se rendre d'un point A à un point B. Donc c'est optimiser les échanges internes en termes de mobilité et ça permet en fait de synthétiser tout ce qui est possible. Comment on peut se rendre en fait d'un point à un autre sur le territoire. Et c'est permettre davantage des échanges avec l'extérieur. Je ne sais pas s'il y a des précisions à apporter sur la notion de centrale de mobilité par rapport à ce qui est en cours. Merci. Alors par rapport à l'étude en cours sur la centrale de mobilité, la région nous a demandé d'avancer sur l'étude parce qu'ils sont très intéressés si on pouvait dépasser naturellement au niveau mobilité les limites de notre territoire, c'est-à-dire les 3 communautés de communes avoisinantes. Hein, donc on est en train de travailler sur le sujet. Vous voyez, là, sur cet axe-là, ça recoupe votre question de tout à l'heure en fait. Sur la desserte ferroviaire, donc il y a vraiment une volonté de maintenir la desserte ferroviaire comme porte d'entrée majeure sur le territoire. Donc il y a eu beaucoup de discussions donc avec la région, avec SNCF, etc. Enfin, je veux dire, c'est un enjeu important en fait, hein, dont l'avenir n'est pas forcément assuré. Donc là, pour le coup, c'est un axe de voilà. De rapprocher la population des services, etc. Et par ailleurs, on envisage de supprimer la ligne Abbeville-Le Tréport. Bon, voilà, après, oui, il y a du mieux, mais on voit bien encore une fois les paradoxes que l'on nous demande d'appliquer. Il y a des textes qui partent souvent d'une très bonne intention lorsqu'ils sont examinés à Paris, et lorsqu'ils reviennent confrontés à la réalité du terrain, parfois c'est un peu plus compliqué. Bon, voilà, maintenant, on verra ce que l'avenir nous donnera par rapport au train. Merci. Donc, ensuite, établir le maillage en transport en commun sur l'ensemble de l'intercommunalité, donc avec les points de rabattement pour des navettes, avec le renforcement des liens entre les 3F et les communes moins denses, avec le fait de rationaliser les transports scolaires. Donc là, il y a aussi la question, disons qu'il y a à s'interroger sur les transports scolaires aussi sur le territoire. Voilà. Et développer les liens avec les pôles de vie voisins. Donc sur les maillages doux, sur les transports alternatifs, donc on va prendre appui sur les réseaux existants en fait et les développer. Envisager aussi le développement des véhicules écologiques en fait avec des bornes de rechargement. En cours donc. Et l'ambition 4, c'est le développement numérique et les nouvelles énergies en fait, les énergies nouvelles. Donc avec toute la question du développement éolien en fait chez vous qui existe, hein, et l'idée d'avoir une plus grande mainmise de la puissance publique en fait sur ce type de développement énergétique. Voilà, la cartographie de synthèse en fait. Hein. Donc pareil, à chaque fois l'idée c'est de synthétiser. Donc là on revoit notamment les 3F, la ZAVI en fait, hein, et les communes voisines Anvers, Pomme. L'environnement. Donc sur l'environnement, une qualité environnementale, 3 ambitions, les risques naturels et surtout technologiques chez vous en fait à intégrer au projet de territoire comme préalable. Disons que là sur ce point-là en fait c'est surtout informer les gens et informer la population quant aux risques existants sur le territoire, préserver les paysages et restaurer les continuités écologiques et œuvrer pour une meilleure protection de la ressource. Donc pour ce qui est de la protection des biens et des personnes, c'est, comme je disais, informé par un indice, que vous soyez directement au courant quand vous venez déposer votre permis en fait des secteurs de pollution, des secteurs de problèmes. Limiter l'imperméabilisation, entretenir les fossés, les chemins ruraux, adapter le système de construction à la nature des sols et prendre en compte les sources de nuisances. C'est aussi protéger et repérer les éléments naturels qui jouent un rôle hydraulique important, donc avec les études qui ont pu être faites également sur votre territoire, sur les chemins ruraux, sur les fossés existants. Donc c'est de pouvoir sensibiliser là-dessus et protéger en fait ces espaces.
Et puis bon, un point 3 qui est simplement une action qui concerne la ZAVI, hein. C'est simplement pour clarifier les choses sur les contraintes sur le secteur ZAVI, et notamment avec les services de l'État. Donc là, c'est quelque chose de bien à part, je dirais. Pour les paysages, participer à la trame verte et bleue en protégeant les milieux et les corridors. Donc là, c'est cette notion de corridor, hein. On est un territoire traversé, un territoire intermédiaire entre deux vallées. Donc l'idée, c'est de participer en fait à la création de corridors entre ces deux vallées, donc, pour favoriser les liaisons écologiques. Donc conforter les maillages des entités naturelles, mettre en valeur en fait ces points-là, et notamment aussi promouvoir le tourisme vert. Et sur la protection de la ressource en eau, c'est valoriser les écrins au pourtour des villages comme patrimoine identitaire. Donc c'est les villages courtiles qui sont identitaires de votre com de com, identifier les éléments naturels d'intérêt et prendre en compte notamment l'habitat isolé en zone naturelle quand il y en existe en fait. Et dans ce cas-là, on instaure ce qu'on appelle des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée en fait, si besoin est. S'il y a des actions spécifiques. Et partager le développement des énergies nouvelles et les points de recharge pour les véhicules électriques. Globalement, ça concourt à l'ensemble de cet axe environnemental, je dirais. Voilà comment globalement se décline le projet de Kéré Territoire. 4 axes de projet. Et... je ne sais pas s'il y a... vous avez des... Alors après, par rapport à ça, il y a une déclinaison en fait des grosses cartes que vous avez vues en fait qui sont reprises sur les panneaux de concertation vont être support du zonage en fait, hein. Donc c'est fonction de ça en fait qu'on va décliner en fait le zonage, le plan de zonage. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté? Quand est-ce qu'on va savoir si mon terrain sera encore à bâtir ou pas? Allez-y, monsieur. Ben, écoutez, aujourd'hui, les services de l'État ont déjà rétrogradé certaines zones qui étaient à urbaniser dans à peu près, je crois que c'est 6 communes de notre territoire. Donc ces zones, comme il n'y a pas eu de projet d'urbanisation et l'urbanisation n'a pas démarré depuis plus de 8 ans, ces zones sont déjà dorénavant redevenues agricoles. Donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce qu'une commune qui avait 3 zones à urbaniser n'en dispose plus que d'une, par exemple. Hein, c'est au cas par cas. Mais pour répondre à votre question, c'est oui. Hein, c'est de par la loi. Hein. La loi exige qu'on ait une vision sur 15 ans pour l'urbanisme à venir. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout de terrain à bâtir, hein, mais qu'il est probable que sûr que des terrains qui sont aujourd'hui à bâtir ne le seront plus demain. Y compris s'il y avait des projets, je ne sais pas si c'était ça la question, mais s'il y avait déjà peut-être des projets de lotissement, etc. sur des terrains. Peut-être qu'on peut, ce que je pense serait intéressant pour tout le monde, refaire un point sur le phasage et le timing, de savoir comment... Tu veux dire un truc ? Oui, d'accord. Donc du coup, là en fait on est sur le projet d'aménagement et développement durable qui vous a été présenté, qui a d'ailleurs été débattu en conseil communautaire en mars en fait, hein. Là l'objectif c'est de décliner ça en zonage, donc ce qui n'est pas fait, en zonage, et de travailler sur des orientations d'aménagement et de programmation, c'est-à-dire qu'on aura des sites qui vont recevoir le développement bâti en fait en grappe, notamment sur Fréville, Feuquières, Fressonville, essentiellement les 3 F, hein, Pétancourt, Wincourt, Chepy. Donc l'objectif c'est de travailler sur ces zones-là. On a commencé à le faire d'ailleurs il y a une semaine, et on va encore programmer des réunions de travail juste avant l'été, hein, jusqu'au mois de juillet là-dessus. Et on va décliner à partir de septembre jusqu'à la fin de l'année le zonage sur l'ensemble des communes. L'idée, c'est de pouvoir, après, au début d'année 2018, entamer la partie règlement, donc traduction règlement, en fait, règles appliquées à chaque zone,
et arrêter en fait votre projet de territoire d'ici un an, quoi, en fait, hein, avoir un arrêt de projet d'ici un an, d'avoir une consultation des publics, consultation des PPA et une enquête publique plutôt fin 2018 pour une approbation début 2019. On sera un an d'avant si tout va bien. S'il n'y a pas de... Comment ? Sur l'enquête publique, tu peut-être. C'est vrai que quand on est en réunion et qu'on doit répéter 50 fois plan local d'urbanisme intercommunal, ça va être PLUI, comme PPA, c'est parfois plus simple. Et c'est vrai que PPA, personne publique associée. Alors une fois que le dossier il sera arrêté, on aura eu les avis des PPA, des personnes publiques associées. À ce moment-là, ce sera un dossier, ils émettront un avis auquel on devra répondre, que ce soit par oui ou par non, ça dépendra de l'importance de l'avis. À partir de ce moment-là, le dossier, en fait, il sera mis en enquête publique. Donc vous aurez accès à l'entièreté du dossier, que ce soit les cartes, le rapport de présentation, le PADD, donc ce qu'on vient de voir, le zonage. Et les avis seront annexés à ce dossier. Et vous pourrez consulter l'ensemble et mettre votre avis. Donc nous, c'est pas pour la forme que vous mettrez votre avis, parce que nous, on devra répondre à chacune des remarques, en fait, à chacune des demandes. Donc ce sera un avis positif, un avis négatif, et on devra forcément le justifier. Donc l'intérêt, c'est qu'il faut aller à cette enquête publique, et si vous avez des demandes, des velléités, il faudra les faire figurer dans le registre, et nous, on devra y répondre et justifier. Donc pourquoi ce sera oui, pourquoi ce sera non. Il y aura sans doute des petits aménagements qui pourront être faits en fonction de demandes, s'il y a un terrain qui finalement peut être justifié en tant que constructible, parce qu'après on pourra peut-être avoir une marge de manœuvre, mais bon, il faut savoir qu'à la base, on ne fait pas de manière arbitraire, on va peser le pour et le contre. Si juridiquement ça se défend bien, là on essaiera de faire pencher la balance en votre faveur. Sinon, si ça se défend mal, on ne peut pas prendre le risque que le document soit attaqué par un tiers ou même par les services de l'État, qui critique la position qu'on a prise. Donc voilà. Je vous laisse le mot de la conclusion. La communication. Donc, alors, il y a l'enquête publique, comme M. Fabio vient de le dire. Vous avez aussi des registres dans vos communes, en fait, sur lesquels vous pouvez venir regarder, voir l'évolution du projet. Enfin, normalement, tout est à disposition dans les communes. Elles ont eu les documents de travail ainsi que les comptes rendus. Donc, vous avez ensuite le site internet de la collectivité, de l'intercommunalité, pardon. Les panneaux qui seront exposés, en fait, qui feront le tour des communes, en fait, à mon sens aussi, d'ici septembre. Et puis il y a les bulletins d'infos respectifs dans vos communes et dans votre intercommunalité qui sont là aussi, qui servent de fil conducteur, je dirais, pour les nouvelles du PLUI. Nous nous remettrons autour de la table dès lors où nous aurons des documents de type zonage à présenter. Après, chacun fera comme il l'entendra, mais que pour moi, il n'est pas question que vous soyez contraint de venir en mairie pour découvrir le document sans qu'il y ait d'explication. C'est-à-dire qu'une fois que le zonage sera délimité, on vous expliquera pourquoi ces orientations-là ont été prises et pourquoi pas d'autres. Parce qu'encore une fois, il y aura des changements majeurs dans l'approche que l'on aura des zones à bâtir et des zones agricoles par rapport aux documents qu'on pouvait connaître auparavant. Donc il y aura une justification. Merci David. Bon, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Donc je vais vous remercier de votre présence et de votre participation. Et maintenant, nous allons travailler sur le zonage et la réglementation. Et ensuite, il y aura encore une réunion publique pour vous présenter le projet. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée.